les personnes qui sont dans le fond, on vous invite à nous rejoindre au bord. On peut sortir des chaises, vous pouvez prendre les chaises au fond et les ramener devant. On attend que tout le monde soit installé correctement pour commencer. Du coup, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir à cette journée populaire. Et là, on arrive dans la deuxième partie du coup de cette journée avec la présentation de liste et puis meeting, il me semble, Marine. Oui, il me semble que c'est au programme, mais enfin, je sais plus vraiment l'ordre, donc il va falloir qu'on... Qui c'est qui commence déjà? Parce qu'on ne sait plus comment vraiment ça se passe. Il me semble que c'est un Olivier, mais alors il y en a tellement. Il y en a tellement, NPA. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent Olivier dans la salle? Ok, déjà ok. un. Ah, il y en a combien là? Mon Dieu, Deux. Mon Dieu, il y en a trop, Au moins il y en a deux. trop. Ok. Ah putain, regarde, merde. Ah, c'est bon. Ouf. Il s'est mis derrière la twin. Il est installé, c'est bon. Du coup, on va commencer par Olivier Dussard, militant NPA, qui va tout simplement se présenter et nous parler un petit peu de tout ça. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, merci pour votre présence. Donc en fait je vais vous raconter l'histoire qui a conduit à la présentation de cette liste Résistance anticapitaliste, donc qui a pour origine deux organisations, Résistance populaire et le Nouveau Parti anticapitaliste. Et il se trouve que depuis un certain temps, les militants et militantes de ces organisations avaient tendance à se voir assez fréquemment dans les mobilisations sociales, avec bien d'autres bien sûr, notamment au cours du mouvement des Gilets jaunes, et qu'à l'occasion, entre deux charges de flics, eh bien, il y avait des échanges en fait, qui existaient entre nous. Et lorsque Résistance populaire s'est créée donc, en septembre 2019, si je ne fais pas d'erreur, eh bien, c'est bon, c'est ça, c'est bon, d'accord. Ben, il nous a paru en fait aux deux organisations intéressant de voir jusqu'où en fait on pouvait aller en termes de convergence de vues et de coopération possible entre nous, notamment dans le cadre des élections municipales. Et il s'avère que l'expérience est avérée assez fructueuse puisque nous avons pu constituer une liste commune, Résistance anticapitaliste, autour d'un programme. Et autour d'un programme qui avance un certain nombre de propositions par rapport aux impasses fondamentales que pose le capitalisme aujourd'hui à l'humanité, finalement une triple impasse. Une impasse sociale-économique d'abord, une impasse politique et enfin une impasse environnementale. Et c'est pour ça, je poursuis, même s'il n'y a pas les lumières, c'est pas un problème. Donc, et c'est pour ça que nous présentons dans le cadre de cette campagne une orientation qui est résolument anticapitaliste, démocratique et écologique. Mais nous proposons également dans cette campagne une orientation qui vise à unifier notre camp social, à unifier le camp des exploités et des opprimés par-delà les différences qui peuvent être les nôtres, différences de genre, d'orientation sexuelle, d'origine, de croyances religieuses. Et c'est pour cela que nous proposons, dans le cadre de cette campagne, une orientation qui est résolument féministe, antiraciste, antifasciste, anti-homophobie, et également pour une métropole lilloise qui soit une métropole solidaire et terre d'hospitalité pour les migrantes et les migrants qui souhaitent y venir. Et donc ce sont des éléments qui pour nous sont extrêmement importants. Mais on ne s'est pas mis uniquement d'accord en fait sur des orientations programmatiques. On s'est mis également d'accord sur les grandes lignes d'une démarche en termes de transformation sociale. On s'est accordé sur l'idée que changer la vie, en fait, ça ne se faisait pas par la révolution, par les urnes. Et que la simple élection de représentants de gauche dans les institutions, dès lors qu'il n'y avait pas un mouvement social d'ampleur, un rapport de force qui arrachait le pouvoir économique et social à la bourgeoisie, cela ne pouvait conduire à aucune perspective de transformation sociale. Donc pour nous, en fait, ce qui est central pour la transformation sociale, c'est la lutte et c'est l'auto-organisation du monde du travail. Autrement dit, si on reprend une formule célèbre, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Mais alors, pourrait-on nous dire, pourquoi se présenter à des élections si on pense finalement que c'est un aspect totalement secondaire? Eh bien, en fait, on pense que
Et la présence d'anticapitalistes dans la joute électorale, ça peut être un élément qui va donner confiance en fait au mouvement social, encourager le mouvement social et également être un écho pour le mouvement social, que ce soit dans le cadre des luttes au niveau national, mais aussi dans le cadre des luttes au niveau local. Et on pense par ailleurs que le fait que nous nous soyons unis, Résistance populaire et le nouveau parti anticapitaliste, nous permet d'avoir un écho au niveau de la campagne et du coup un encouragement pour les luttes qui est supérieur à ceux que nous aurions eus si nos deux organisations s'étaient présentées dans cette campagne de manière distincte et de manière concurrente. Parce qu'en fait, en nous présentant unis dans cette campagne, à la mesure modeste du poids de nos organisations, eh bien, nous faisons un pas vers l'unité dans la lutte en fait du monde du travail. Et nous sommes en phase avec une aspiration très profonde au sein de notre camp social à l'unité dans la défense de nos intérêts de classe. Donc ça nous paraît un élément qui est extrêmement important. Mais on pourrait dire aussi, mais finalement, si vous êtes pour une démarche d'unité, pourquoi l'avoir réduite à ces deux organisations, Résistance populaire et Nouveau parti anticapitaliste? Pourquoi ne pas être allé plus loin? Eh bien, il y avait un premier partenaire possible qui était Lutte ouvrière, mais il se trouve que Lutte ouvrière n'a pas souhaité, dans le cadre de ces élections municipales, et ça c'est une décision nationale, avoir d'accord avec d'autres forces politiques. Donc c'est une décision dont nous prenons acte, ce n'est certainement que partie remise, mais voilà du côté de Lutte ouvrière. Nous avons eu un processus de négociation en vue d'un accord électoral avec le Parti ouvrier indépendant et démocratique. Ce processus n'a pas abouti, car nous avons eu une divergence importante d'appréciation sur le mouvement des Gilets jaunes. Au sein de Résistance populaire et au sein du mouvement du Nouveau parti anticapitaliste, nous considérons que les Gilets jaunes en fait, ont joué, sur la dernière période, un rôle essentiel et positif dans les luttes des classes en France. Le Parti ouvrier indépendant et démocratique pense l'exact inverse. Et il ne nous a pas semblé possible, dans le cadre d'une campagne commune, que coexistent, sur une question aussi fondamentale, deux orientations diamétralement opposées. Nous n'avons pas recherché un accord avec la France insoumise. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, on a des accords de base avec la France insoumise sur la question de la révolution par les urnes. La campagne que mène aujourd'hui la France insoumise de demander l'installation de commissariats supplémentaires sur la ville de Lille nous fait penser effectivement qu'on a bien fait de ne pas aller plus loin dans une recherche d'accord ou de ne pas aller du tout en fait dans cette direction. Et on pense en fait que de manière générale, mais plus encore dans cette période de répression policière, de la part de la France insoumise, il s'agit d'une véritable faute politique. Et enfin, un dernier point sur la France insoumise, un dernier désaccord, c'est qu'ils n'ont jamais clarifié leur position par rapport à ce qu'on appelle le compromis communautaire. Donc le compromis communautaire, c'est le fait qu'au niveau de la métropole européenne de Lille, qui concentre en fait beaucoup plus de pouvoir que ceux que possèdent les différentes communes, depuis plusieurs décennies, les partis de droite et les partis de gauche co-gèrent ensemble la métropole européenne de Lille. La France insoumise ne le fait pas pour le moment puisqu'elle n'a pas d'élu communautaire. Mais lorsqu'on leur a demandé dans le cadre d'une discussion, que ferez-vous si vous avez des élus au niveau communautaire, ils nous ont répondu, vraiment on ne peut pas du tout s'engager au fait que nous n'irons pas dans une alliance avec la droite. Donc c'était le dernier désaccord. Et je dirais juste un dernier mot sur le Parti communiste. Je pense qu'on comprendra relativement facilement qu'il n'y a pas pu y avoir, que nous n'avons pas souhaité avoir une alliance avec le Parti communiste parce qu'il co-gère avec la droite au niveau de la métropole européenne de Lille depuis à peu près 30 ans. Et qu'il entend continuer à le faire. Et par ailleurs, il a fait des choix électoraux qui sont totalement différents des nôtres dans le cadre de cette campagne, puisqu'il s'est allié dès le premier tour, en fait, à Martine Aubry, au Parti Socialiste, à quelques résidus du Modem, et en guise de pompon à l'ancien directeur départemental de la police nationale. Donc ça fait un certain nombre de désaccords. Pour terminer, sur cette présentation en fait, de notre liste, je dirais qu'on fait une campagne qui, à notre mesure, en fait, est une campagne qui a une certaine dynamique, qui est très intéressante et même assez enthousiaste par un certain nombre d'aspects. Nous avons plaisir en fait à militer ensemble, nous nous enrichissons mutuellement et on est convaincus que c'est absolument utile de faire cette campagne en plus. Donc on se fait plaisir et en plus c'est utile. Et notre coopération ne prendra pas fin avec la fin de cette séquence électorale.
quel que soit le score que nous obtiendrons. Comme aurait peut-être pu dire Jean Genet, nous n'avons pas fini de nous parler d'amour. Je vous remercie. Bon, Fabien, s'il te plaît, je sais qu'à gauche on est toujours en retard, mais... Ouais, mais c'est un peu notre marque de fabrique en même temps. Ouais, c'est vrai. Enfin, je l'attends. On trouve que... Attends, excuse-moi, je te coupe la parole tout de suite. Ok, comme tu veux. Je vais pas bouger, donc je vais pas bouger. Bon, il faut quand même qu'on réveille la salle, quoi, on motive. Ok, on essaie de motiver la salle. Ouais, un petit peu quand même. Est-ce que vous voulez un petit peu de musique pour vous réveiller ce soir? Un peu plus quand même, les gars, Un s'il peu vous plus de plaît. musique? Et ben on laisse tout de suite la place à Pierrot pour l'instant musical. Est-ce que vous connaissez le serment du jeu de pommes? Bah, c'est pas ce que je vais vous chanter, c'est un truc de bourgeois, le serment du jeu de pommes. Nous, ce sera ici pour le serment de la pétanque. On a occupé les places, ils nous ont interdit les places lors de l'île debout. On a occupé les ronds-points, ils nous ont interdit les ronds-points pendant le jet des jeunes. Donc moi, je propose qu'on occupe les boulodromes. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Citoyennes, citoyens, françaises, françaises, femmes et hommes, leur est venu de se réunir dans un boulodrome. Pendant qu'exécutifs et exécutants nous dégomment, on ne peut plus reculer. Il est temps de mettre la gomme quand les indices nous prouvent qu'il fait bon d'être autonome. Face à 200 attaques, ils envoient 2500 hommes. Prévise, ne laissez personne vous dire que l'on choque. Il y a du pain sur la planche, une révolution en somme. Pas besoin d'être vu pour prendre sa part de pouvoir. C'est ici et maintenant que surgit un nouvel espoir. Personne ne nous représentera mieux que nous-mêmes. Utopistes de plus, c'est la démocratie qu'on s'aime en prison. À présent, les patrons du CAC 40, c'est nous qui travaillons, c'est eux qui accumulent les rentes. Et quand nous aurons nationalisé Père de Ricard, en fin de partie, le passe-nice sera obligatoire. Vous avez fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Monsieur le Président, on vous a fait des montres que vous lisez peut-être mourir de nos engagements. Mais l'heure n'est plus au dialogue social. L'insurrection qui vient va déminer le terrain des bouchées gouvernementales. Vous avez lancé le cochonnet à des kilomètres, mais quand viendra notre tour, on va vous envoyer paître. Vous connaissez mal nos troupes, vous avez des lacunes. Face à vous, notre groupe est prêt à décrocher la lune. Alors, on pointe une première boule vers l'égalité des chances. La sélection motive la jeunesse de France, on pointe la fraternité pour lui donner du sens. SDF, les migrants tirent sur votre indifférence. On tire sur les vrais assistés de la République, les actionnaires, les rentiers, tout ce qui accumule du fric. On mettra au cachot les évadés fiscaux qui piquent l'argent utile pour pointer vers de meilleurs services publics. Vous avez fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. On tire sur la maltraitance institutionnelle quand l'État voit les patients comme une clientèle. Dans l'hôpital, l'urgence est de recruter du personnel. Travailleurs des EHPAD, c'est l'heure de mettre le bordel. Et quand on veut pointer le cochonnet de l'écologie, on est gêné devant par les boules des lobbies de Lactalis, de la viande, du pétrole, du nucléaire. C'est pas la chouette hulot qui fera de l'énergie solaire. Occupation d'amphis, d'usines de raffinerie, grève générale, reconductible à l'infini, négation d'un pouvoir qui s'est auto-établi. Le ruisseau de colère forme un fleuve qui sévit. La voilà leur théorie du ruissellement. Sauf qu'ils se sont trompés, il ne s'agit pas d'argent. L'argent de nos riches, on n'en voit jamais la couleur. La seule chose qui ruisselle, c'est notre rancœur. Il est grand temps pour nous de brûler leurs institutions, d'arroser les cendres de nos contestations, d'utiliser comme tuteur toutes nos convictions, pour que pousse sous le soleil une nouvelle constitution. Il n'y a pas assez de place dans une chanson pour tout dire sur leurs crimes, leurs meurtres, leurs mensonges, leurs délires. Syndiqués, partisans, autonomes, insoumis, si nous sommes tous ensemble, nous pouvons les mettre Fanny. Ouais, quand je dis insoumis, c'est le nom commun, hein, c'est ça. Vous avez fait le serment du jeu de pommes.
On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Ils avaient fait le serment du jeu de pommes. On vous propose celui de la pétanque, puisqu'il n'existe pas de présent qui ne se gomme. Ne nous séparons pas avant d'avoir détruit les banques. Et bien du coup, en espérant que cet instant musical vous a plu. Attends, Bichot, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Bichot, c'est la semaine du 8 mars. Et alors? Oui, ils ont pas la parole. Bah non, on va laisser la parole à Manon, Ok. qui vient du NPA national, si me semble. Et du coup, voilà. Merci. Merci beaucoup, j'avoue c'est à la fois facile et difficile de passer juste après ça. Alors, difficile parce que déjà je ne chante pas aussi bien, mais facile parce qu'on a déjà un peu un programme et aussi un constat sur la situation après ça. Juste pour me présenter, pour commencer, moi c'est Manon, donc je viens du National, mais parfois on dit aussi Paris. Non, je rigole, moi j'habite à Pantin, je suis en région parisienne et effectivement je suis là, donc je fais partie de la direction du NPA et on est vraiment très heureux d'avoir été invité par votre liste, par vos listes et par vous toutes et vous tous ce soir. Et je suis particulièrement heureuse d'avoir eu cette introduction-là parce que j'aurais voulu finir justement mon intervention sur la question de la journée du 8 mars et de mobilisation du 8 mars demain. Donc, déjà pour expliquer une chose, et après je commence vraiment, je suis désolée, c'est de ma faute si on a une tribune ce soir, je sais que les camarades voulaient déconstruire un peu plus, mais la difficulté pour moi, et bon je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est que je suis pas une professionnelle de la politique en fait. Moi au quotidien je travaille à la Bibliothèque nationale de France, je suis technicienne d'art, et a fortiori en plus, nous on est dans la culture et les bibliothèques, on est très mobilisés en fait depuis le début du mouvement sur la question des retraites, et du coup j'ai pas eu tout le temps que je voulais aussi pour préparer tellement bien que j'aurais pu me tenir devant vous et juste parler devant le micro, donc je m'en excuse comme ça. Donc peut-être pour commencer du constat de la petite chanson de notre camarade, effectivement vous vous en êtes rendu compte aujourd'hui, on est dans une situation politique qu'on peut appeler une situation de crise politique pour le moins. Et ça a commencé pour le gouvernement et pour la République en marche. Alors on ne doit commencer par parler de... Si en plus vous me mettez des obstacles, ça va être compliqué. Je sais que je viens de Paris, mais quand même. Donc, alors même s'il y a quelques espoirs pour eux quand même, alors du côté de certaines villes comme Lyon, Strasbourg, éventuellement Toulouse, où par ailleurs en fait la République en marche s'est ralliée à des gens qui sont dans certains cas des députés, des maires LR ou des maires PS sortants. En réalité, on avance là sur cette séquence municipale, en tout cas pour le gouvernement et pour la République en marche, sur un échec annoncé, et ce, y compris dans la plupart des grandes villes. C'est le cas chez vous à Lille, à Nantes, à Montpellier, à Bordeaux. Alors Bordeaux, je vais y revenir, mais je veux dire qu'un candidat LREM se retrouve dans les sondages derrière Philippe Poutou. On dit tout autant sur ce que font les camarades du NPA et les autres, parce que c'est une liste unitaire à Bordeaux, tout autant que sur la crise que traverse aujourd'hui le gouvernement et la crise de légitimité de Macron et de ses amis. Et alors le pire, je voulais garder pour la fin juste un mot quand même, une fois n'est pas coutume, avec la campagne parisienne, la débandade de la campagne parisienne, excusez-moi le mauvais jeu de mots, qui est quand même emblématique du macronisme au-delà des affaires Griveaux et compagnie, autour de la question des ambitions personnelles, des coups de com', des couteaux dans le dos, etc. et qui est vraiment à l'image en fait de la politique politicarde en fait que nous propose aujourd'hui le gouvernement. Et après, avec un bilan global pour eux qui est quand même dans une majorité de communes où en fait il n'y a aucun candidat de la République en marche qui se présente officiellement, et même dans ces 30 000 communes, il y a un tiers de ces communes où il y a un autre candidat LREM qui se présente contre eux. Donc, tout ça pour dire que ces gens-là ne sont pas forcément très bien dans leur vote ces derniers temps,
que par ailleurs, donc en dehors du fait que tous ces candidats sont obligés de se cacher derrière des noms, alors les meilleurs c'est les listes citoyennes, donc faites attention où vous votez, si vous ne votez pas à Lille, certaines des listes citoyennes de ces municipales sont en fait des listes LREM. Et alors la conclusion de ça en début de semaine, c'était la question du 49.3, qui est quand même à plein de titres emblématique de la politique et de l'illégitimité, de la brutalité, des difficultés en fait que rencontre aujourd'hui le gouvernement pour se maintenir dans une situation de crise politique très importante. Et à travers cette brutalité symbolique, malgré tout, du 49.3, c'est aussi à l'image en fait de la brutalité physique, la répression que met en œuvre ce gouvernement et qu'il met depuis un certain temps, alors bien avant, et les gouvernements avant lui dans les quartiers populaires et sur certains types de populations, etc., évidemment, mais particulièrement depuis un an, c'est-à-dire depuis le début de ce qu'ils ont appelé, eux, la crise des Gilets jaunes, que nous, on appelle le mouvement ou la révolte des Gilets jaunes, et qui continue aujourd'hui autour du mouvement sur la question de la réforme des retraites, que ce soit à la RATP, où il y a quand même plus de 120 procédures qui ont été entamées. Encore ce midi, on était à un rassemblement donc en soutien contre la répression à la RATP, et sans vous parler évidemment de tous les blessés, de tous les yeux perdus, de toutes les mains arrachées, comme par exemple celle de notre camarade Antoine sur la liste à Bordeaux, encore une fois, qui représente aussi la réalité de cette brutalité et de la fébrilité en fait que connaît ce gouvernement aujourd'hui. Et cette instabilité prolongée, c'est ce que j'essaye de vous dire, elle est aussi le signe d'un gouvernement et d'un pouvoir qui est aux abois. Macron, il est arrivé un peu sur son cheval blanc, on nous a dit « Non mais en fait, vous avez rien compris, la politique, la lutte de classe, c'est terminé. Moi, je suis ni gauche ni droite et je suis la solution à cette crise que les capitalistes ne finissent pas de voir arriver. » Et la réalité de ces 2 ans, enfin on parle de 2 ans, on ne parle pas d'un mandat entier, on ne parle même pas de 3, 4 ans. La réalité, c'est qu'il nous a prouvé que lui, il n'était pas une solution à la crise, il en était un symptôme, et même aujourd'hui, il est un facteur d'aggravation politique de cette crise. Aujourd'hui, on est dans une situation où en fait l'alternative politique qui s'offre à nous, alors il y a une grande formule historique qui disait ça, mais nous, on pourrait dire, entre d'un côté le risque de l'extrême droite, et c'était déjà le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui, et y compris de ce point de vue-là, on déteste la République en marche, c'est vrai, mais on n'oublie pas tous les autres qui eux aussi ont mené des politiques d'austérité sociale depuis ces 25-30 dernières années, et qui ont fait grimper les votes aussi de l'extrême droite dans tout un tas de coins à cause de ces politiques-là, mais même par exemple ici à Lille, avec, quand ils sont aux affaires, le PS qui refuse de fermer le bastion social ou de prendre des mesures réelles contre l'extrême droite, avec du côté du candidat LR, m'a-t-on dit, quelqu'un qui, quand il était à la mairie de d'Aubrez, quand il était à la mairie de Lambersart, qui a laissé lui aussi les fachos s'installer à la maison flamande. Donc avec cette politique que malgré tout, sur cette question-là, ils ont démontré être en commun. Donc d'un côté ce risque-là, ou de l'autre, et c'est là qu'on y vient, et c'est là qu'on pense que, y compris cette séquence-là, elle a tout son sens politique, c'est la capacité du mouvement social, de l'autre côté, des grévistes, des gilets jaunes, de tous ceux qui luttent, à traduire politiquement cette colère et cette lutte, et transformer toutes ces revendications en un projet politique qui ne rentrera ni dans les urnes, ni par ailleurs dans aucune des institutions de cette 5e ou même d'une 6e République telle qu'on nous les présente aujourd'hui. Et c'est cette question-là qui est aussi au centre quand on discute aujourd'hui de la crise politique, parce que cette crise politique, elle a été amenée par quoi? Par la révolte des classes populaires. Alors ça a été les Gilets jaunes, aujourd'hui c'est tout un tas de secteurs du monde salarié, mais c'est aussi évidemment d'autres questions qui se soulèvent. Et la question, c'est qu'on pense que cette chose-là, c'est aussi la réponse. C'est aussi quelle réponse, nous, à cette crise qu'on a provoquée chez eux, la mobilisation. Bon, moi, pour vous dire d'où je parle, moi je travaille à la BNF, on est parti en grève reconductible avec tout un tas d'autres bibliothèques nationales depuis le 5 décembre. Aujourd'hui, il y a toute une large minorité des collègues qui en sont à leur peut-être 30e, 40e, pour les plus importants, 50e jour de grève. Alors c'est sûr, c'est des secteurs qui sont discrets, qui sont moins visibles que les transports, mais souvenez-vous,
2 mois de grève reconductible dans les transports, et tout un tas de secteurs dont on n'a pas parlé, mais qui sont encore mobilisés, qui se sont mobilisés, et une crise politique d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis 1995. Et c'est ça la situation politique aujourd'hui. Et la question, c'est qu'est-ce qui va compter aujourd'hui et qui va décider du temps politique? Parce que précisément, nous, on pense que les luttes sont la solution à cette crise-là, et que cette colère-là, elle doit pouvoir se traduire dans quelque chose qui ne soit pas le temps électoral uniquement. Alors après, on pense que oui, il faut être présent partout et sur tout leur terrain, et précisément, c'est très important que des listes comme les vôtres, ou tout un tas d'autres listes, en fait, au niveau national, soient présentes pour, j'ai envie de dire, les faire chier partout, y compris dans les élections, et pour essayer d'exprimer le fait que d'autres voix existent, et que surtout, face à un projet de société, parce que précisément, ce qui est bien clair, et ce qui est clair dans la tête de tout le monde, et ce depuis le début des Gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui on ne se bat pas contre quelqu'un qui a décidé de gratter à la marge un peu plus la question de la sécurité sociale, qui a décidé de gratter un peu plus de dividendes pour les riches, etc. En fait, on est face à quelqu'un qui essaye de détruire tout ce qu'il reste encore aujourd'hui dans la société, de solidarité, de gestion sociale, collective, de solidarité dans le mouvement ouvrier. Et c'est précisément face à ça que nous, on a un projet politique bien plus global à présenter, et que précisément, on pense que cette crise, elle est dans une urgence tellement grande. Alors, les Gilets jaunes l'ont montré, il y a l'urgence sociale, qui est très importante, mais c'est pas la seule. Aujourd'hui, on voit bien que cette urgence, elle va bien au-delà, en fait, du territoire français. C'est la question du climat aussi, la question de l'urgence, de la crise écologique, et de qui sera en capacité d'amener des réponses satisfaisantes à ça. Et moi, ma conviction, et notre conviction au NPA, c'est de dire que ces choix-là, cette solution-là, elle ne viendra que de l'auto-organisation, de ceux qui produisent tout, et de ceux qui devraient décider en fait pour la suite, parce que si on leur fait confiance, en fait on va dans le mur. Et c'est ce qu'ils ont démontré à chaque fois qu'ils étaient aux manettes. Et précisément, nous représenter nous-mêmes, c'est aussi quelque chose qui est important à porter ici, et à porter dans les élections, et à porter en fait partout où on pourra le faire. Parce que nous représenter nous-mêmes, c'est pas dire bon bah là voilà on n'est pas content, on n'a pas gagné, parce que moi je pense que de toute façon cette mobilisation-là, comme toutes les autres à venir, sont très loin d'être terminées, mais c'est pas grave parce qu'en 2022 on va nous demander notre avis, on pourra choisir qui va nous représenter, ou le mieux, ou le moins pire. Et en fait nous on pense que se représenter nous-mêmes, c'est Philippe par exemple à Poutou à Bordeaux qui dit ça de manière très très claire. Il dit en fait en face de nous il y a les listes PS, LREM, LR, RN, et en fait tous ces gens-là sont les listes de la bourgeoisie. C'est la liste des gens qui ne défendent pas nos intérêts. Et en face de ça, ce qui les fait flipper, et ce qui explique aussi aujourd'hui l'engouement pour ces listes-là, eh ben, c'est que c'est la liste de notre camp social. Alors après, il y en a qui disent la conscience de classe. En réalité, on parle aussi d'une identité, on parle de politique. On fait de la politique, et on fait de la politique au-delà des élections, parce qu'on dit la politique, elle ne se fait pas que dans les élections, et c'est à nous de la faire, et c'est au quotidien, et c'est dans les boîtes, et c'est sur toutes les questions. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. Parce qu'aujourd'hui, la situation internationale, c'est une situation de crise politique d'ampleur. Tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Depuis l'Amérique latine, en Afrique, partout. Aujourd'hui, on est dans une situation où parfois c'est sur le climat, parfois c'est sur le social, parfois c'est sur la démocratie politique, mais c'est ça la réalité. Et par exemple demain, et parce qu'il faut aussi partir de ce qu'est notre réalité et de ce qu'il faut défendre politiquement au quotidien, demain c'est le 8 mars. Et le 8 mars, c'est pas la fête des femmes, hein, c'est pas le jour où tu peux acheter un aspirateur à moins 50%. En fait, demain c'est le 8 mars, c'est la lutte internationale, c'est la journée de lutte internationale pour les droits des femmes. Et cette année, elle arrive dans un contexte qui est un contexte bien particulier, qui est précisément un contexte de mobilisation qui dure depuis des mois, qui dure depuis un an. Et qu'aujourd'hui, demain, ça va être une mobilisation où, y compris, par exemple, moi et mes collègues, on va sortir aussi pour dire, en fait, cette réforme des retraites, elle va attaquer tout le monde, et en particulier les femmes. Et cette réforme des retraites, elle est le symbole du fait qu'à partir de maintenant, les femmes ne se tairont plus sur les violences sexistes, sur les violences sexuelles, et que ça, c'est la réalité pour des parties de plus en plus grandes de notre camp social. Et c'est ça aussi
qu'on a envie de porter. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de voir que partout en France aujourd'hui, des gens ils se retrouvent, ils discutent de ça. Et je suis désolée de ne pas avoir pu voir le début de cette journée-là et de ce que vous avez essayé de faire. Mais vraiment, encore bravo et merci. Et demain, on continue dans la rue. Moi, je serai à Paris, mais vous serez ici. Et effectivement, tout ça ne fait que commencer. Merci beaucoup, Manon. Alors, moi je sais pas vous ce soir, mais moi j'ai plutôt envie de jouer ce soir à un petit jeu, un jeu un peu bourgeois. Oui, je sais que ça se fait pas trop, mais bon, j'ai quand même envie de jouer à un jeu bourgeois. Je sais pas si tu vois de quel jeu je parle, Marie. Je sais pas, la bonne veille. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que... C'est la bonne réponse. Oui, le Monopoly, tout à fait. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai envie de jouer au Monopoly ce soir. Je pense qu'on est assez dans la salle pour jouer au Monopoly. Ouais, carrément. Qui est chaud pour jouer au Monopoly ce soir? Ce qui est bien, c'est qu'on partira sur un pied d'égalité. Au moins, on aura tous 25 000 francs. Voilà, on a 20 000 francs au début pour commencer à jouer au Monopoly. Mais bon, on va plutôt laisser Pierrot nous parler du Monopoly, parce que je pense qu'il va le déconstruire. Jouer le Monopoly à sa façon. Allez, il va jouer au Monopoly à sa façon. Alors, ouais, parce que le Monopoly, c'est aussi le jeu auquel adorait jouer Serge Dassault avec son cher fils Olivier. Et non, ça partait pas sur un pied d'égalité, en fait. Comment vous dire ? Allez, viens, petit, jouer au Monopoly. Allez, viens ici, on va t'apprendre la vie. Oui, allez, viens, viens, viens. Une faute qui est très fausse, hein. C'est laquelle? C'est celle-là. Vois ce plateau de jeu qui tourne en sens unique. Je t'en explique les enjeux, mais d'abord prends ton fric. La victoire revient à celui qui survit. Tu devras à la fin tuer tous tes amis. Oui, viens, petit, jouer au Monopoly. Allez, viens ici, on va t'apprendre la vie. Oui, allez, viens, viens, viens. Il faut des possessions et taxer l'adversaire. Rajouter des maisons pour que tout soit plus cher. Investis, c'est la loi du succès. Augmente tous les profits, achète sans compter. Oui, viens, petit, jouer au Monopoly. Oui, allez, viens ici, on va t'apprendre la vie. Oui, allez, viens, viens, viens. Construis un bel hôtel et vois ton partenaire. Et de la tour Eiffel, crever dans la misère. Ne t'en fais pas mon fils, ils ont perdu d'avance. J'ai gommé la justice, l'égalité des chances. La partie ne démarre pas à zéro. Je t'amène ton succès sur un plateau, mon petit Olivier Dassault. Empare-toi de tous tes hommes et de leur sort. Ce n'est pas être fou que vouloir le monopole. Achète l'industrie, achète aussi l'école, achète les pays, oublie les protocoles. Bravo mon petit, tu es fin prêt pour la vie. Au Monopoly tu gagnes à chaque partie. Oui, bravo mon petit. Ceux qu'ils ont mis voler. Et bien, pour cette partie de Monopoly, du coup, c'est autre moment. Si on parlait de Lille, tiens, parce qu'on va se faire un... À part Lille, tu vois... Non, si... En même temps, c'est la capitale du design, s'il te plaît, Fabien. Oui. Non, mais c'est important. Oui, mais il y a d'autres endroits que Lille. Ah bon? Oui. Bah, par exemple, il y a Roubaix. Ah ouais, il y a Roubaix. Ah ouais, et puis il paraît qu'il y a une super liste là-bas. Oui, il me semble que ça s'appelle... Les anticapitalistes de Roubaix, non? Oui, les anticapitalistes de Roubaix, t'as totalement raison. Et je pense que on a la tête de liste avec nous ce soir des anticapitalistes de Roubaix qui va...
pour présenter la liste ce soir. Du coup, Marc Dubrul, on te laisse la parole. Bon, je vais vous parler rapidement de la liste des anticapitalistes de Roubaix. Au début, on était quelques-uns pour faire une liste, et puis il fallait qu'on soit 53, donc on est quelques-uns à se connaître, mais après, déjà le bon bénéfice de la création de cette liste, c'est que ça nous a permis, en faisant du porte-à-porte, de rencontrer des tas de gens, et de rencontrer quelques-uns qui étaient d'accord pour être sur notre liste. Et donc là, depuis quelques temps, on se réunit toutes les semaines pour discuter de la situation, et on a appelé ça la liste des anticapitalistes de Roubaix. Alors Roubaix, c'est considéré comme une des villes les plus pauvres de France. Je ne sais pas si c'est la plus pauvre, mais en tout cas, c'est une des villes les plus pauvres de France. Et on a donc comme maire de cette ville un maire qui est de droite, c'est les Républicains, et qui a été récemment adoubé par Macron, hein, par la République en marche, et qui est bien embêté qu'il le cache avec beaucoup d'efforts. Alors, la politique du maire, c'est alors qu'il y a des pauvres, lui, sa solution, c'est de chasser les pauvres. Alors, il faut voir que la ville de Roubaix, si c'est une des villes les plus pauvres de France, c'est aussi parce que pour l'instant, contrairement à d'autres grandes villes, d'autres grandes villes comme Lille, s'est opéré ce qu'on appelle la gentrification, à savoir que les centres-villes ont été il y a une rénovation urbaine, et en même temps que la rénovation urbaine, on a chassé toutes les classes populaires des différentes villes. À Roubaix, c'est pas encore le cas, et là, c'est ce qu'en train de faire, c'est ce que fait et ce que veut continuer de faire la mairie actuelle, si elle est élue, le maire actuel qui s'appelle Guillaume Delnard. Alors, par rapport à ça, l'attitude de la population, mais c'est en général, il y a peu de gens qui votent à Roubaix. Et parmi les Roubaisiens, il y a beaucoup de gens aussi, d'abord qui n'ont pas le droit de vote, même des gens qui sont à Roubaix depuis longtemps, des vieux immigrés qui ont construit la ville, qui ont construit toute l'économie et qui n'ont pas le droit de vote. Et il y a aussi parmi beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits parce que les gens sont dégoûtés ils ne croient pas du tout aux élections. Et auquel cas, ils n'ont pas tout à fait tort non plus. D'autant plus qu'on dit que aux dernières élections municipales, c'était la gauche qui avait perdu les élections. Mais non, c'est pas la gauche qui a perdu les élections, parce que d'abord, même si c'était une gauche très institutionnelle, mais un mélange de centre, de gauche, etc., qui a mené une même politique. Donc c'est depuis des années, ça date pas de la dernière municipalité, mais ça a toujours été une municipalité avec, on dirait non, qui servait les intérêts des riches. Bon voilà. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais. Donc on va continuer. Malgré tout, on part avec un grand handicap parce que la plupart des gens, même parmi pas mal de gens qui sont sur notre liste, ne pourront pas voter parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou alors sont inscrits sur d'autres villes. Mais malgré ce gros handicap, on va continuer et déjà, l'axe essentiel de notre campagne, c'est de dire que pour changer bien sûr les choses, on n'est pas une liste qui faisons des propositions, mais la seule proposition qu'on fait, c'est de proposer aux gens de s'organiser. Ce qu'il faudrait, par exemple, dans une ville comme Roubaix, mais dans toutes ces villes, hein, c'est qu'on construise des conseils de quartier, mais qui seraient vraiment décisionnels, où les gens diraient leur opinion. Ça ne serait pas la municipalité, au conseil municipal de décider, mais ça serait au conseil municipal de se soumettre à la décision des populations. Et ça, on est les seuls à le proposer. Parce qu'il y a bien, par exemple, quelques mairies, par exemple écologistes, qui proposent de donner un petit financement pour que les habitants puissent s'occuper avec un petit budget de ceci ou de cela. Nous, on pense que le rôle, une municipalité vraiment au service des travailleurs, se soumettrait aux décisions de la population en impulsant, en créant d'une façon volontaire des conseils de quartier. Alors c'est ça, une des premières revendications. Et la deuxième revendication, c'est de populariser les luttes qui existent en ce moment, la lutte pour défendre nos retraites, la lutte des gilets jaunes. Et le fait d'ailleurs, en discutant avec les gens, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait des gens qui étaient contents, parce que c'est pas forcément facile d'aller tout seul à une manifestation
quand on travaille dans une boîte où il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais donc les gens, ça leur a donné des idées et de nous rejoindre dans les combats actuels, notamment pour défendre les retraites et encore bien d'autres revendications. Merci Marc. Bon, maintenant, on pourrait peut-être parler un peu de Lille quand même. Ouais, c'est vrai que c'est important un peu quand même Lille. On y est en ce moment à Lille, donc... Ouais, enfin, à Lille, tu sais, ces 15 dernières années... C'est vrai qu'il y a eu quand même... Ouais, puis il y a cette fameuse dame de fer, là, franchement, cette mafia socialiste quand même qui règne quand même en maître. Et puis avec une politique de social-démocratie un peu dégueulasse. Quoi. Ouais, bon, après, elle fait quand même des trucs. Hein. Bon, d'ailleurs, ils sont dans la salle. On vous avait visité le massacre, on a un peu caché tout ce qui était lié un peu à l'île 3000. Et on a une statue, juste une statue derrière de l'île 3000. On a essayé de cacher un peu la misère. C'est peut-être une représentation de Martine d'ailleurs. Ah, peut-être que c'est l'effigie de Martine, peut-être, Ouais, on sait pas. On n'a pas voulu prendre des risques. Ouais, bon, du coup, on a laissé ça derrière. Et puis au final, on a aussi réfléchi avec ces statues, puis on s'est dit, enfin, ces statues, ce truc, quoi, parce qu'on sait pas trop ce que c'est non plus. On sait pas à quoi ça représente. C'est que ça participait pas forcément dans les quartiers, à faire évoluer les choses, à leurs conditions matérielles de subsistance, ça participe en rien, quoi. Bah voilà, et puis même, on marchandise la culture avec ce genre de sculpture. Ouais, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on s'arrête. Ouais, on va arrêter de parler là. Oh, et puis en plus, ils ont la pression, donc... Ils ont la pression, mais pas à boire, hein, juste la pression. Ouais, mais c'est une grosse pression là qu'ils ont quand même, parce que nous, sur notre liste, puis même sur la liste résistance anticapitalistes, les mandats, ils sont révocatoires. Donc Du coup, bon, je pense qu'ils vont se lever, du coup, je pense. Du coup, si ça vous plaît pas, il y a un bouton sous votre siège, vous pouvez appuyer dessus, ils seront révoqués d'office, sachez-le. Donc bon, je vous conseille de faire de bon. Du coup, on laisse tout de suite la parole à Alexandre Chantry et Paola Seda pour la liste résistance anticapitaliste. Moi, je vais me mettre devant la table parce que j'ai les camarades, donc on nous voit un peu mieux. Bon, ça va les amis? Ouais. Bon alors, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est également, on l'a dit, enfin Olivier l'a dit, nous on croit en l'auto-organisation. C'est un credo assez simple, c'est de croire qu'il n'y a pas de leader suprême, qu'il n'y a pas de sauveur suprême ni de programme parfait. On pense que le changement, il viendra des gens, tout simplement. C'est-à-dire que si tous et toutes, on s'y met, on y arrivera à faire tomber ce système. Parce que moi, je manifeste depuis mes 14 ans, donc vous savez, ça fait un bon petit moment maintenant, même si je suis passé vieux. Et depuis des années, j'entends les mêmes mots. Ce système. Et on n'a jamais réussi à mettre un vrai mot dessus. Mais en fait, le système, c'est le système d'exploitation capitaliste. Et même à l'échelle municipale, on peut faire changer les choses. On peut changer le paradigme. Et c'est aussi l'objectif de cette liste. C'est de dire, ici, au local, on peut rendre le transport en commun gratuit en passant à un modèle de régie publique, un modèle de régie municipale, pour sortir de la logique de marché. On peut également le faire sur le logement. Le logement actuellement, vous savez, avec LMH, Vilogia, on a externalisé des services, par exemple entretien. Donc moi, quand je travaillais à LMH, parce que je vous l'apprends, j'ai travaillé à LMH, d'ailleurs pour ça que je suis parti. À LMH, tous les jours, j'appelais une entreprise de peinture pour venir faire de la peinture. Parce que tous les jours, il y avait des choses à faire. Et pourtant, on n'avait pas de salariés peintres. On devait à chaque fois aller chercher quelqu'un d'autre. Ça coûtait 2 fois plus cher à l'entreprise LMH et donc 2 fois plus cher aux locataires. Changer de paradigme, c'est ça. C'est revenir à un modèle de régie municipale où c'est réellement l'argent qui est mis dans les impôts locaux qui est remis directement dans les services publics. Et ça passe pas par une entreprise privée qui s'en met plein les poches au passage. Ensuite, moi je voulais on parle souvent d'auto-organisation, mais il faudrait, pour faire de la politique, une sorte de bagage technique. Comme si c'était que les personnes sachantes et sachants, ceux qui ont fait Sciences Po, ceux qui ont fait éco, ceux qui ont fait sociologie, qui devraient faire de la politique. Maintenant, on considère que non. Sur notre liste, il y a plein de gens qui n'ont pas le bac, il y a plein de gens qui ne sont pas formés politiquement, il y a plein de gens qui n'ont jamais été dans des partis politiques au préalable. Et c'est tout l'intérêt de notre liste aussi. C'est de dire, bah oui, on va aller jouer dans la cour où eux, ils jouent. Dans la cour où eux, ils veulent nous mettre de côté. C'est aller les titiller sur le terrain auquel ils ne nous attendent pas. Donc notre liste, c'est ça. C'est avant tout de l'auto-organisation, de la formation en même temps, et surtout un simple espoir, c'est de sortir de cette logique de marché libre qui te fait soumettre les peuples et nous domine toutes et tous. Je laisse un peu la parole à ma camarade Paola pour le NPR. Oui, c'est Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà d'être venus.
ici. Tout d'abord, je voulais remercier vraiment toutes les camarades et tous les camarades pour cette belle campagne, parce qu'on a vécu vraiment des moments intenses ensemble. Et je pense je crois que c'est mon moment préféré. Et la raison pour laquelle je me suis engagée, c'est justement pour essayer de construire quelque chose, d'élaborer avec d'autres personnes à Lille une critique du capitalisme qui soit radicale, qui soit exigeante. Et c'est bien pour ça que je me suis engagée en première personne dans cette campagne. Donc on a essayé de travailler ces programmes ensemble, sachant qu'il s'agissait d'un programme bien évidemment pas révolutionnaire. On sait très bien que ce n'est pas un prénom numérique qu'on va faire la révolution, mais on s'est dit qu'on aurait pu questionner en tout cas les systèmes capitalistes, les systèmes d'exploitation capitaliste, même à une échelle locale, en travaillant par exemple sur l'écologie, sur la démocratie, sur la justice sociale, pour redonner en fait aux gens tout simplement leurs droits et les richesses qui leur reviennent. Et donc aujourd'hui je voudrais commencer par parler de l'écologie, parce que l'écologie c'est une thématique qui désormais se généralise. Tout le monde parle d'écologie, de la droite à la gauche. Et tout le monde a en fait dans les programmes des propositions écologiques. Donc, qu'est-ce que notre liste offre de plus par rapport à toute l'offre verte que nous avons aujourd'hui, y compris venant des entreprises privées. Donc, contrairement à la plupart des partis qui sont présents au municipal de Lille, nous considérons que la nature est inséparable de l'expérience de classe. Ça, ce n'est pas un discours que nous entendons souvent. Elle n'échappe pas en fait au rapport des forces sociaux et économiques, ce qui fait en fait de l'écologie une entité éminemment politique. Cette approche est assez particulière parce qu'elle contredit une idée reçue selon laquelle nous devrions dépasser toutes les divisions, Manon le disait tout à l'heure, les clivages entre la droite et la gauche n'ont plus de sens, pour sauver la planète. Tout le monde, tous ensemble, toutes de la même façon. Et cette idée qui est dominante, à mon sens, elle est un peu naïve. Parce que finalement, jusqu'à présent, elle a abouti à légitimer des négociations internationales pour le climat, où on se met d'accord sur des limitations, sur des droits à polluer, mais un peu moins par rapport au passé. Et qui finalement est une mascarade qui s'est jusqu'à présent soldée par un échec. C'est-à-dire, ça fait depuis les années 70 qu'on parle du climat, du réchauffement climatique, et peu des avancées ont été faites jusqu'à présent. Pourquoi? Alors qu'on a énormément d'informations, énormément d'expertise. La réponse est très simple pour moi. Le changement climatique est induit depuis le XVIIIe siècle par le développement économique sous sa forme capitaliste. La dimension de l'écologie était déjà présente chez les jeunes Marx. J'espère de ne pas ennuyer quelqu'un dans la salle, mais il était impressionné par l'étude d'Engels sur la situation de la classe ouvrière, qui était une critique pionnière, qui parlait déjà de l'urbanisation, de la question du logement, qui est très importante également pour nous. Et à l'époque, on parlait déjà de la privatisation de l'eau. On envisageait probablement celle de l'air, par le biais d'un marché des droits à polluer. Donc c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Selon une logique, bien évidemment, des confiscations et des privatisations du bien commun. Alors, les inégalités des classes se traduisent également, dans la plupart des cas, par des inégalités environnementales. C'est-à-dire que ce sont souvent les classes populaires qui sont les plus exposées en fait aux effets néfastes de la pollution, des catastrophes industrielles. Elles ont du mal à accéder à des ressources, à accéder à la qualité de l'eau ou de l'air. On parle aussi à ces propos de racisme environnemental. Donc non, la question environnementale ne touche pas tout le monde de la même façon. Ce n'est qu'une illusion naïve. Mais le capitalisme a réussi, c'est sa nature, à capitaliser même sur ça. Donc aujourd'hui, il ouvre des nouveaux secteurs, il financiarise les risques. Il n'est pas étonnant qu'AXA fasse aujourd'hui la pub à la réforme des retraites de Macron. Je ne sais pas si vous avez vu, elle utilise plutôt la réforme des retraites comme un levier pour vendre ses produits financiers. Donc si nous voulons sauver la planète, nous avons tout intérêt à ce que les conflits des classes s'accentuent et non pas s'affaiblissent.
Autrement dit, le destin de la planète est lié au processus de radicalisation de la critique du capitalisme. Et c'est exactement un point très important de notre liste, un point qui nous fait converger en fait toutes et tous. On est parti de là. La première fois que j'ai rencontré les camarades de Résistance Populaire, je me souviens qu'on était tous assis à une table, qu'on parlait du service public et que chacun son tour, tout le monde s'est déclaré anticapitaliste. On est parti de là, on est parti de ces mots anticapitalistes pour construire ces programmes ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle municipale? Parce que là, je parle des réchauffements climatiques, des choses très, qui se produisent à l'échelle globale. Eh bien, nous défendons une écologie populaire et anticapitaliste qui peut répondre en fait aux besoins des collectivités dans un contexte de défense des richesses naturelles. Cet objectif est réalisable seulement si nous remplaçons la logique actuelle d'accumulation avec une logique de socialisation de la production, de coopération et bien évidemment de répartition des richesses. Donc le point pour nous, c'est celui-là. On part de l'idée de répartir des richesses à travers des mesures qui peuvent, par exemple, être constituées par les transports gratuits. Ça peut sembler quelque chose, ça ne va pas inverser le système capitaliste, mais ça va permettre de redonner de la dignité en fait aux personnes, de leur donner les droits à la mobilité, et ce sera déjà une petite conquête. Les transports gratuits pourront aussi réduire l'usage individuel de la voiture en fait, et également nous défendons dans ces cas-là une gestion publique en fait des transports et donc une gestion également écologique des services de la ville. L'État, mais cet État n'est pas la réponse véritable au problème climatique, il ne l'a pas été jusqu'à présent. Il a toujours eu une fonction d'intermédiaire, d'amortisateur entre la logique de l'accumulation capitaliste et puis la nature. Donc finalement, l'État il est là un peu pour œuvrer en faveur des intérêts de long terme des classes dominantes, pour garantir des ressources sur le long terme. Donc notre idée est au contraire celle de travailler le plus possible en faveur de la nature et en faveur du vivant, et en enlevant donc du terrain au capitalisme. Alors pour rebondir sur ce que disait Paola sur l'analyse du système de production capitaliste et surtout cette nécessité d'en sortir. Je vais vous donner un chiffre assez simple, 41 200 kg par seconde. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre, c'est le poids qu'on jette chaque seconde en termes de denrées alimentaires, en termes de denrées qui pourraient être consommées. Mais simplement parce que la carotte ne sera pas assez droite, ne sera pas assez orange, parce que la pomme ne sera pas assez verte. Le capitalisme provoque cela également. Parce que nos denrées, nos produits, nos aliments doivent respecter les normes du marché pour répondre soi-disant aux besoins. Une génération entière, une société qui vit sur le déchet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on jette un tiers de la production mondiale des denrées alimentaires. Et dans le même temps, il y a 975 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans le monde. Et alors là, les bons petits droiteux, ils nous disent on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais c'est eux qui l'organisent, cette misère. C'est eux qui organisent la faim. C'est eux qui organisent le pourrissement de notre société, de notre civilisation. Au lieu de créer l'entraide, au lieu de créer l'internationalisme, au lieu de créer réellement des sociétés qui collaborent pour résoudre ces problèmes-là et ne pas rejeter la pauvreté à la mer comme ils le font avec les personnes réfugiées. C'est ça que le capitalisme produit. Par cette logique d'accumulation sans cesse du profit, par cette logique d'accumulation irréfrénée d'argent et de spéculation. À l'échelle locale, on peut aussi faire des choses là-dessus. Faire en sorte que nos cantines, que nos EHPAD soient fournis en aliments dans un rayon assez proche pour avoir de la culture bio, locale, des circuits courts, éviter qu'il y ait des transports pour aller emmener des patates qui viennent de 100 km d'ici, pour qu'on produise et qu'on consomme sur place. C'est ça, sortir de la logique capitaliste. C'est à un moment donné, revenir à ce qu'on appelle une planification quelque part de la production et de savoir de combien on a besoin, où ça va être consommé, et de ne pas laisser la production comme ça sur le libre marché. Parce que le libre marché, et là je vais en venir à la phase coronavirus évidemment, le marché, vous savez, ils vont se faire de l'argent sur tout. Ils sont capables de spéculer sur tout. Ils ont quelque part aucun honneur là-dessus. Aujourd'hui,
Je regardais des chiffres ce matin, c'est sur les masques, vous savez les masques pour se protéger en manif, bah, ça sert aussi non médical, même si on a oublié ça, quelques mois qu'on en prend plein la figure. Les masques ont augmenté de 10% dans les magasins, dans les pharmacies. 10%. Sur Internet, ça a augmenté de 150%. L'État a pris un décret cette nuit, un décret ministériel, pour limiter le prix du Manugel, là, vous savez, le gel hydroalcoolique. En fait, ils viennent de prouver en faisant ça, leur théorie libérale qui dirait que le marché s'autorégule et que les prix se stabilisent, etc., avec les puissances, la main invisible, les puissances invisibles du marché, ben, ils prouvent que non. En moment de crise comme on est en train de vivre, eh ben, le marché s'emballe, l'offre étant plus petite que la demande, évidemment, les prix s'envolent. Et l'État est obligé, là, d'intervenir. Ben, c'est le rôle, en fait, quelque part, à un moment donné, c'est d'intervenir, parce que si on laisse libre cours les forces du capitalisme agir, ben, à un moment donné, évidemment, les prix s'envolent, et, encore une fois, c'est les petits, c'est les pauvres qui sont mis de côté, qui sont mis à la domination des puissances du marché. Donc, agir au niveau local, c'est aussi, comme tu l'as dit, hein, Paola, c'est revenir à un modèle de régie. Alors moi, je parle d'eau, la gratuité des 50 premiers mètres cubes d'eau pour que chacun et chacune ait accès au fait de se laver, au fait de faire à manger, etc. Puis simplement se déshydrater. Revenir à une régie municipale aussi sur les logements sociaux pour avoir des logements où il n'y a plus d'ascenseur en panne, où il n'y a plus d'humidité partout, afin que ce soit nous-mêmes qui décidons, bah là en ce moment, au niveau des tours, notamment à Porte des Postes, bah, il y a de l'humidité partout, il y a des cafards partout, bah, il faut intervenir, et vite. Il ne faut pas laisser les immeubles pourrir comme ça pendant des années, pour après, dans 5 ans, dire bon, bah, on est obligé de raser parce que c'est pourri, puis vous partez autre part. Et on refait le système de gentrification, où on laisse les quartiers de l'île Sud aux personnes qui ont moins d'argent, et les quartiers du centre sont gardés pour les personnes qui ont des hauts revenus. Revenir également à une priorisation. On a été à un débat logement mercredi, on avait Martine Aubry, enfin non, Speedboot, tout ça, enfin bref. Ils nous parlaient de mixité sociale, les gens. Mais moi je vous dis, la mixité sociale, c'est du flanc. La mixité sociale, c'est ce qui vient cacher le droit au logement. Aujourd'hui à Lille, vous avez 71% des demandes de logements sociaux qui concernent les personnes qui devraient avoir des logements qu'on appelle PLAI, donc logement très social, donc c'est à loyer très bas en fait. Aujourd'hui, seulement 3,8% du parc de logement social à Lille peut répondre à cette demande. Donc nous, on propose de faire la règle des 2 tiers, 1 tiers. Aujourd'hui, si on construit le logement, il faut d'abord construire du logement très social, avant de faire de la mixité sociale et toutes ces choses-là. On pense également, évidemment, que Lille doit construire dans l'existence. D'ailleurs, qu'on parlait de la friche Saint-Sauveur tout à l'heure, on ne pense pas que c'est à cet endroit-là qu'il faut construire des logements. Il y a tout un ensemble de bâtiments vides, les locaux administratifs, le lycée Jean Massé, enfin tout un ensemble de bâtiments qu'on laisse pourrir depuis des années, alors qu'on pourrait construire des logements à ces endroits-là. Et évidemment, j'ai un petit mot pour les étudiantes et les étudiants qui vivent dans des résidences universitaires pleines de cafards, pleines de rats, pleines d'humidité. Sur ce modèle-là aussi, on pourrait recréer des logements dignes, salubres, et surtout où il fait bon vivre en fait. Parce que la prédation du capital, elle nous fait ça, à tous, toutes et tous. On est devenus individualistes, on se parle plus, on s'organise plus. Alors que si on s'organisait collectivement face à eux, on pourrait y arriver, tout simplement les amis. Je te laisse. Alors, le deuxième point de convergence avec les camarades des résistances populaires, c'était les points sur la démocratie. Comme c'était des camarades qui venaient du mouvement des Gilets jaunes, ils portaient avec eux ces aspirations en fait démocratiques, cette envie des gens de reprendre leur destin en main, en fait, de ne plus reposer sur les choix des élus et sur les choix en fait et sur les dynamiques de la démocratie représentative. Et donc on a discuté aussi à l'intérieur de notre programme sur la question de la démocratie directe. Donc démocratie directe, là aussi tout le monde en parle. Tout le monde parle des outils de participation. Tout le monde a sa boîte à outils, comme l'appelle ici la France Insoumise. Et donc là aussi, en quoi on est différent, en quoi on devrait avoir une proposition qui est différente. Nous appuyons également les outils de participation, comme l'outil référendaire, mais également les assemblées des quartiers, mais avec un réel pouvoir décisionnel. Parce qu'il faut savoir que dans l'ensemble de ces boîtes à outils qu'on retrouve désormais dans de nombreuses municipalités, ce qui change, c'est qu'en fait, ces assemblées, ces consultations ont
pèse souvent un véritable poids, un véritable effet sur la prise de décision. L'autre élément, c'est la destitution des élus. Donc, nous encourageons en fait les citoyens à participer et à exercer un contrôle en fait sur les élus. Donc, à ne pas se limiter à voter et puis à oublier d'être citoyen, d'être un membre de cette société, mais de continuer en fait à contrôler, à s'intéresser à la politique. Donc, nous encourageons donc également l'éducation civique, les politiques d'inclusion. On ne peut pas encourager la participation si on ne travaille pas en même temps sur la justice sociale, si on ne travaille pas en même temps sur la prise de conscience, en fait. Donc, ce sont des choses qui doivent être menées en parallèle. Nous souhaitons également appuyer les luttes locales. Et ça, c'est également une dimension assez particulière et importante pour notre liste. Nous souhaitons en fait être les porte-voix de ces luttes et continuer à les porter également dans l'espace électoral. Toutefois, cela résonne encore avec les autres programmes. Donc, je me suis interrogée longuement sur cette question de la démocratie directe et en fait de l'offre de démocratie participative. Et j'ai un peu trouvé la réponse l'autre jour quand je me suis baladée à la friche Saint-Sauveur. Donc, c'est cet espace qui a été présenté tout à l'heure par le collectif qui l'a occupé, qui a créé une zone à protéger. Et je me suis rendue sur cette zone à protéger où il y avait les potagers, la cabane, des espaces où ils observaient bien évidemment les plantes, les fleurs, etc. Et je me suis rendu compte que ces collectifs-là, ils étaient déjà en train de vivre, investir un espace sans forcément avoir eu recours aux dispositifs institutionnels de la participation. Alors je me suis posé la question sur qu'est-ce que va faire la municipalité une fois qu'elle sera arrivée sur cet espace-là, sur cette zone à protéger. Et elle va probablement proposer un référendum pour demander aux personnes qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent faire de cet espace, mais qu'est-ce qu'il va alors se passer avec cette ZAP, avec les projets et les alternatives politiques et démocratiques que les gens qui ont investi cet espace ont déjà pensé à travers la délibération. Et donc je me suis dit que peut-être l'outil référendaire était limité dans ces cas. Et même, il peut y avoir une fonction en fait de pacification des conflits. Il y a un conflit, je fais un référendum pour résoudre la chose. Et comme ça, j'aurais mis ma couche de légitimation participative et je serais tranquille. Et en fait, je me suis dit que ce n'est pas satisfaisant. Et ce n'est pas le seul message qu'on doit donner à ces collectifs, ce n'est pas le seul message qu'on doit donner à ces luttes. Est-il envisageable vraiment d'organiser des référendums alors que d'autres formes collectives, démocratiques, délibératives ont déjà émergé? Dans certains cas, l'ampleur des rapports de force ne pourra pas se résorber dans cette dynamique de pacification instituée. Nous nous situons en aucun cas du côté de la démocratie d'élevage, mais c'est une réflexion qu'on a fait en se promenant dans la friche Saint-Sauveur. Nous nous situons plutôt à côté de cette démocratie sauvage, à côté de ces formes d'auto-organisation et d'autodétermination. Au cours du processus révolutionnaire, en fait, les prolétariats pourront se doter de ses propres formes d'action et d'organisation. Et c'est ça que nous appelons la démocratie. Bon, on poursuit sur la démocratie. Il faut que je revienne un petit peu en arrière au niveau de septembre, quand nous, avec certains camarades, issus notamment du mouvement Gilets jaunes, mais pas que, d'autres collectifs de lutte, on s'est réunis pour la première fois pour créer Résistance Populaire. On est parti d'un constat assez simple. Bon, l'offre politique devant nous, ça va pas, rien qui nous plaît trop vraiment. Et en même temps, on a envie de changer les choses, on a envie de s'impliquer. Mais quelque part, on n'a plus vraiment confiance dans ces institutions de la République telles qu'elles sont. Quelque part, on a envie de voir pour mettre la dose de contre-pouvoir suffisante. Le constat qu'on a fait ensemble à ce moment-là, c'est on a quelques notables, même ici à l'échelle locale, qui gouvernent, puis tranquilles dans leur tour d'ivoire. Ils rendent jamais de compte, en fait, quelque part. Ah si, tous les 6 ans. Là, par exemple, c'est pour ça qu'on a Martine Aubry qui nous parle du transport en commun gratuit.
alors qu'elle l'a voté il n'y a même pas 2 ans, au niveau de l'ANEL, d'installer des portiques à 60 millions d'euros. Donc quelque part, on a voulu essayer de trouver une solution là-dessus. Donc nous, plutôt qu'un programme, ce qu'on a développé au départ, c'est des feuilles d'engagement. On ne vend pas du rêve, on n'est pas là pour vendre de la soupe, on n'est pas là pour faire du violon non plus, mais c'est de dire, voilà, la première année, on peut faire ça, ça, ça et ça. On en a les moyens, on en a les capacités. Ces engagements, aujourd'hui, on est aux alentours de 22, 23, si je dis pas de bêtises, tout ça. Donc ces engagements sont, la condition de continuité d'exercice du pouvoir en nous. Parce qu'on considère à partir du moment où des élus ou des mandatés ne font pas leur travail, tout simplement ils doivent repartir chez eux, retourner au boulot. Nous, quand on est dans l'entreprise et qu'on ne fait pas le travail, le patron il nous fout dehors. Et c'est la même chose qui doit s'opérer en fait avec les citoyennes et citoyens qui votent sur les élections. Révoquer les élus par un référendum révocatoire. Et c'est pas un mi-mandat, comme certains et certaines le proposent. On doit être en capacité, dès la première année d'exercice, de dire voilà, si l'élu n'a pas fait le boulot, bah, très bien, on le met dehors. Ça a été la première piste de réflexion sur la démocratie. Ensuite, c'est le recours, et comme tu l'as dit Paola, c'est pas suffisant, mais aux référendums locaux sur tout un tas de questions. Ensuite, nous, cet été, on a participé activement à un combat. C'était pour essayer d'empêcher la préfecture de renvoyer notre camarade Momo en Algérie. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose de... Enfin, Martine Aubry, elle nous fait des tweets, elle nous fait des trucs où elle soutient la lutte, mais en soi, elle s'engage pas. On n'a pas vu la lettre qu'elle, soi-disant, leur a envoyée au préfet. On l'a pas vu. Donc, oui, les amis, on vous soutient, mais en fait, nous, on voudrait créer peut-être un statut de citoyen de la ville, peut-être ouvrir le droit de vote aux personnes qui vivent sur l'île, qui travaillent sur l'île, qui cotisent à l'île, qui payent parfois des impôts à l'île, et qui pourtant ne sont pas reconnus, sont mis de côté, comme une poussière qui dérange, alors que nous, non, ce sont nos camarades, des camarades de lutte pendant cet été, et puis même au quotidien, ce sont des amis, c'est des gens avec qui on crée via de l'associatif. Enfin, voilà, Momo, il était très présent dans l'associatif également, et on faisait plein de choses avec lui. Donc on voudrait réellement que la mairie reconnaisse nos camarades sans papier, reconnaisse les réfugiés, et pas simplement pour des coups de com', comme quand Martine Aubry avait dit bon bah nous on va accueillir l'Aquarius, alors que 2 semaines avant elle avait évacué un squat qui avait été ouvert justement pour les personnes sans papier. Nous on considère que les frontières c'est quelque chose d'aberrant en fait dans l'humanité, et qu'aujourd'hui on a dépassé ces choses-là. On est tous humains les amis, on n'est pas français, pas de papier, machin, tout ça c'est à mettre de côté. La démocratie de demain, ça doit être aussi une démocratie internationaliste, ouverte et humaine. Alors bien évidemment, on n'est pas dans un moment très positif pour la démocratie, on s'en rend compte, je pense, tous et toutes. Aujourd'hui, en France, on assiste quand même à une montée inquiétante, une avancée même inquiétante de l'idéologie néolibérale. Et l'ensemble des réformes que ces gouvernements nous proposent, les chômages, la sélection à l'université, la retraite par points, la réforme du bac, il y a toute une cohérence en fait dans ces réformes. Elles constituent vraiment les différentes pièces d'un même engrenage. Et c'est précisément les marchés avec ces logiques de rentabilité, de concurrence qui se généralisent à toutes les sphères de la vie humaine. Et cela, il nous explique, c'est au nom de l'efficacité, de l'excellence et puis de la liberté. Mais de quelle liberté parle-t-on vraiment? Qui est véritablement libre? Au nom de la liberté du marché, ils détruisent progressivement l'ensemble des services et des biens publics. Les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, les universités, toutes les structures nécessaires au fonctionnement de la vie collective sont livrées progressivement à leur sort, sont décapitées de leurs ressources pour après être taxées d'inefficience. Les services publics vont mal. Il faut absolument recourir au privé. C'est cette inefficacité qui est programmée, en fait, qui oblige finalement les personnels à travailler dans l'urgence, dans la précarité, et souvent pour un salaire de misère. Les Gilets jaunes ont très bien montré qu'un nombre croissant de travailleuses et de travailleurs n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois.
n'avaient pas les moyens de se soigner, se chauffer, se loger dignement. Donc, quelle liberté! Au nom de l'efficience, on prétend en fait aujourd'hui généraliser la concurrence, même au monde de la recherche et de l'université. Ils appellent ça du pragmatisme. Mais il n'y a rien de pragmatique et il n'y a rien d'inéluctable. Il n'y a pas de neutralité dans les choix politiques. Et c'est ça, c'est cette idéologie qu'on devrait combattre. Il y a toujours un positionnement, une vision du monde, une conception de l'homme et de l'histoire, et nous refusons leur conception. Nous refusons leur vision de l'homo economicus. Nous ne sommes pas nés pour travailler, nous épuiser et crever, pour vivre dans la privation, tandis qu'une poignée de milliardaires à l'échelle de la planète, ils sont 2000 à peu près, s'engraissent avec la sueur des travailleurs et des travailleuses. Leur neutralité, c'est une idéologie qui est très dangereuse, qui reproduit ce système d'exploitation d'une classe par une autre classe, qui sacrifie les populations du monde entier, y compris dans les pays dits développés, qui détruit également l'écosystème, comme on a dit, la biodiversité, qui épuise les ressources de la planète, qui exploite et qui tue. Le capitalisme a changé son discours, mais pas sa substance. Il est resté tel quel. Il s'offre à nous comme un loup déguisé en grand-mère. Adorno m'excusera pour lui avoir pris cette expression, mais je l'aime beaucoup. Il est un système social total qui se fonde sur l'exploitation de l'homme par l'homme, sur la privatisation des moyens de production et leur appropriation aux mains d'une classe bourgeoise qui exerce son pouvoir sur l'ensemble de la société par tous les moyens possibles. Donc, quelle liberté, je vous demande encore? Il n'y a pas de liberté possible sans l'égalité des droits et des conditions d'existence. C'est bien pour cela qu'il est inadmissible d'accepter qu'on puisse demander aux travailleurs et aux travailleuses de capitaliser individuellement les retraites jusqu'à l'épuisement de leurs forces vitales. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. Quelle liberté? Quelle liberté? La seule liberté qui est garantie est la liberté d'une minorité de continuer à piller, à exproprier les richesses matérielles et cognitives produites par l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Il nous explique que c'est le meilleur système possible, que les clivages et les vieilles passions politiques ne sont plus d'actualité, que la lutte des classes est dépassée. Non, c'est faux. On le voit aujourd'hui avec ces mouvements sociaux. On le voit avec l'émergence de tous ces fronts de lutte qui devraient s'unir finalement pour arriver à une grève générale pour stopper ces projets. Non, la lutte des classes n'a jamais été aussi d'actualité. La séparation entre eux et nous, entre notre camp social et le leur, n'a jamais été aussi claire. Le palais, il est là pour garantir les pouvoirs du patronat, pour soustraire morceau par morceau ce qui reste des droits sociaux acquis avec les luttes sociales. Nous sommes ici précisément, même si nous ne sommes pas nombreux ce soir et nombreuses, mais nous sommes ici pour leur dire que la lutte continue, qu'elle n'est pas finie. Non, l'ère politique n'est pas en fatalité. Et la configuration actuelle des rapports de force n'est pas le résultat d'une sagesse pragmatique, mais c'est le fruit, encore une fois, d'une idéologie qui est destructrice, qui produit et reproduit des inégalités de classe. Nous pouvons et nous devons la renverser. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas impossible, c'est une possibilité historique. Au cours de l'histoire, nous avons déjà dépassé le système féodal, renversé la monarchie, aboli l'esclavage, gagné les droits de vote pour les femmes, conquis les droits à nos retraites et à une vie moins pénible. Tout ça n'est bien évidemment pas totalement acquis. Nous avons encore beaucoup de route à faire. Mais nous ne sommes pas disposés à revenir en arrière. Donc, nous proposons de contrer autant que possible la logique capitaliste et l'occupant, même dans le cadre de ces États bourgeois, des espaces à consacrer à bien commun et aux intérêts collectifs. Je terminerai ce soir par une phrase, parce que je ne veux pas
que ça soit trop long et trop pénible pour vous, et parce qu'il vaut mieux favoriser aussi les échanges entre nous ce soir. Mais j'emprunte encore une phrase à un autre penseur de l'école de Francfort qui nous dit, après avoir connu le fascisme, donc à son époque, il nous dit: le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle. Nous devrons les combattre tous ensemble et tout ensemble à travers l'action révolutionnaire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre... Désolé pour l'Arsène. Ouais, donc moi je voulais juste dire un petit mot aussi. C'est fini. À toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée, c'est du boulot, c'est du temps, et ça continue de l'harceler. Donc si on pouvait faire un petit tour d'applaudissements pour toutes les personnes qui ont participé, aux camarades qui sont au bar là-bas. Voilà. On a une petite vidéo à vous faire passer. En tout cas, dimanche prochain, la seule voix anticapitaliste, c'est la nôtre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On a besoin de tout le monde pour nous faire connaître. Et on lâche rien. Ça marche bien ça. Allez, on peut mettre la vidéo, les amis. Moi, je vous propose, enfin, éventuellement, si vous êtes d'accord, c'est qu'on passe juste la vidéo, parce que, bah voilà, vous savez qu'ONP, il s'appelle tous Olivier, on l'a tous précisé avant, enfin, ça va changer. Et malheureusement, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc merci d'avoir représenté Manon, enfin, voilà. Mais du coup, il nous a quand même pris le temps de faire une vidéo de soutien à la liste. Et je pense qu'en ce sens, on peut peut-être la regarder, enfin, aux deux listes d'ailleurs, à la liste des anticapitalistes de Roubaix également. Voilà. Kenzo, tu peux éteindre des lumières, s'il te plaît? Des lumières. Éteins la lumière. Pour une régie publique de la bière. Bonjour à tous, donc c'est un petit message de soutien à la liste anticapitaliste de Roubaix et à la liste qui s'intitule Résistance anticapitaliste à Lille. Pourquoi ? Parce que elles font partie de ces rares listes aux élections municipales qui défendent un programme de répartition des richesses à l'échelle municipale, qui repose la question de la nécessité de prendre l'argent là où il est pour satisfaire les besoins sociaux dans le domaine du droit au logement, dans le domaine du service public, dans le domaine des transports notamment, avec la gratuité des transports, qui est une revendication qui aujourd'hui est en train de se généraliser un petit peu partout. Résistance anticapitaliste à Lille a aussi cette particularité de repousser et de ressusciter l'implication démocratique, c'est-à-dire de faire en sorte que, et on le voit sur la composition de ces listes-là, que ceux et celles qui ne sont pas des politiciens professionnels s'emparent de leurs propres affaires, de leur propre destin, et cherchent précisément à défendre leurs idées, même au moment des élections municipales, qu'on ne laisse pas des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là continuer à décider pour nous. Et puis c'est enfin un point de convergence entre des militants du NPA, des militants du groupe Résistance Populaire, qui sont des gilets jaunes qui ont décidé de s'organiser, et ce type de convergence sociale, militante et politique, nous on pense qu'elles sont extrêmement nécessaires. Donc le 15 mars, n'oubliez pas de voter pour ces listes-là, n'oubliez pas de les soutenir, et puis quoi qu'il en soit, avant, pendant et après, on continue à lutter contre la politique du gouvernement en obtenant le retrait du projet de loi, notamment sur la question des retraites, ce qui nous permettrait de retrouver un maximum de confiance pour se battre sur toutes les autres questions, c'est-à-dire les questions d'emploi, les questions de salaire, les questions d'égalité sociale, et puis les questions de répartition des richesses.